Cette vidéo peut prendre soit une, soit deux directions. Dans un premier temps, nous avons constaté que cette BMW compétition était une très bonne affaire. Mais nous nous sommes ensuite rendus compte, que ce n'était pas le cas. Il y a quelque temps, Richard Hammond m'a posé cette question. Est-ce que tu es timbré? Je commence à penser qu'il a raison. Après avoir dépensé 32 500 livres pour cette BMW M5 compétition que le dernier mécanicien a décidé de ne pas réparer. Même ma petite amie ne l'aime pas. Je ne vois pas pourquoi tu en fais tout un plat. Mais comme la plupart d'entre nous, nous sommes déterminés à prouver que notre moitié a tort. Et espérons que j'y parviendrai. Je sais que les prix de l'énergie ont augmenté et une nouvelle batterie pour une BMW M5, c'était 250 livres. C'est énorme! 250 livres! Mais j'espère que cela résoudra notre problème de démarrage du moteur. Nous avons réussi à faire démarrer le moteur sur la dernière vidéo. Oh! Il s'est passé quoi? Mais il n'a fonctionné que quelques secondes. Le refroidisseur d'huile situé à l'avant du moteur a pris un coup. Nous l'avons donc démonté et nous avons relié les deux conduits d'huile avec ce tuyau en silicone. Le moteur doit de toute façon être démonté pour réparer ce dommage. Mais je veux être sûr à 100% que le moteur est en bon état avant de le sortir. C'est donc en partie ce que je crois être la raison pour laquelle il ne démarre pas, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Le courant de 12 volts part de la batterie et va aux circuits électriques de la carrosserie, qui alimente la voiture et tout le reste, mais qui n'ont rien à voir avec le moteur. Ça, c'est la partie qui a un rapport avec le moteur. Je pense que l'un va à l'alternateur et l'autre va au démarreur. Et en dessous, on a ce machin-là ici, qui est le fusible pyro. Ce fusible fait le lien entre les circuits électriques de la carrosserie et ceux du démarreur et de l'alternateur. Et s'il est cassé, alors, nous avons trouvé le problème. Et regardez-moi ça! Incroyable! Tout à fait incroyable! Et comme ces deux-là ne se rejoignent pas, c'est pour ça que la voiture ne démarre pas! Mais le fait qu'il soit cassé est en fait une bonne nouvelle, parce que il est plus que probable que le moteur se soit arrêté à cause de cela lorsque les airbags ont explosé, et que l'huile Non. Le moteur s'est arrêté lorsque les airbags ont explosé, ce qui signifie que lorsque l'huile est tombée, le moteur a été coupé. Ce qui signifie, et je croise les doigts, que le moteur est en bon état, mais je vais quand même le faire démarrer. Une autre chose amusante est que si vous demandez à BMW un fusible pyrotechnique pour la BMW M5, ils essaieront de vous vendre tout cela. En fait, ils ne vous vendront pas ce petit fusible pyrotechnique qui est tout ce dont vous avez besoin. Mais heureusement, ceux-ci ont un numéro de pièce séparé, et si vous le cherchez sur Google, vous les trouverez sur eBay pour 21,99 livres. Cela devrait donc représenter une belle économie. Je vais donc tout remettre en place avec la nouvelle batterie et faire le pont moi-même avec des câbles de saut jusqu'à ce que le nouveau fusible pyro arrive. Vous pouvez voir ici le câble de démarrage qui est directement relié à la batterie, ce qui devrait nous donner suffisamment d'énergie. Sécurité sur 10? Je dirais un 7. Ouais, ça gonfle. Vas-y, je t'ai pas dit d'arrêter. Ça a l'air bien. Ouais! Donne du gaz. Je pense que ça sonne bien. Pas de cliquetis, pas de cliquetis. Il fait chaud. Tout va bien, le métal est chaud. On a tout ce qu'il faut. J'ai l'alimentation électrique, nous avons le contrôle du moteur, puis il y en a un autre qui... Oh, il clignote au point mort parce qu'il y a encore un truc dedans. Contactez BMW. Non. Contactez à nouveau BMW. Le groupe motopropulseur, nous avons le capot. Il n'y a même pas de capot. Tous les voyants se sont allumés. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on y va! Le moteur semble donc être en bon état malgré tous les dégâts. Et nous pouvons maintenant commencer à essayer de le démonter pour réparer les dégâts sur la tour de la jambe de force. Mais il y a un autre souci. Nous ne sommes même pas encore sûrs que le châssis soit droit sur cette voiture. Mais nous devrions pouvoir jeter un coup d'œil à tous les rails du cadre et à tout ce qui s'y attache une fois qu'il sera sorti. Est-ce que tu penses que... Je ne pense pas beaucoup, pour être honnête. Nous avons quelques problèmes. Je n'ai jamais démonté le moteur d'une BMW M5. Je n'ai jamais fait ça. Nous pensons que ce moteur peut être descendu. Je pense que certaines personnes utilisent la technique de la sortie du moteur par cette voie. Mais nous pensons descendre en défaisant les boulons du support supérieur et en déposant l'ensemble sur le sous-châssis
puis en soulevant la voiture, ce qui devrait laisser le moteur sur le plancher. Mais il y a bien sûr beaucoup de choses à déconnecter avant cela. Ça va être une sacrée courbe d'apprentissage. Lancez la minuterie. Pour commencer, il faut s'assurer que rien ne relie le moteur au reste de la carrosserie de la voiture, à commencer par tous les circuits électriques. Sur la M5, il y a 2 calculateurs, un à gauche du moteur et un à droite. Je suppose qu'il y en a un pour le moteur et un pour la boîte de vitesse. Une fois les calculateurs retirés, je peux recommencer à retirer la seule boîte à air qui reste sur la voiture et qui se trouve être également endommagée, puis m'atteler à déconnecter le reste des câbles de la carrosserie de la voiture. Ensuite, il y a des conduites d'essence, qui sont connectées au réservoir d'essence et qui vont jusqu'au moteur. Il faut les retirer. Bien, il n'y a pas de pression. Mec, celui-là n'est pas censé ressembler à ça. Non, il a l'air abîmé. Regarde ce morceau. Ouais, c'est vrai. Nous pensons avoir obtenu le feu vert pour la partie supérieure du moteur et il est maintenant temps de mettre la M5 en l'air pour commencer à déconnecter tout ce qui se trouve en dessous de la voiture. Il y a beaucoup de plateaux en plastique à enlever en premier et une fois que nous avons passé les plateaux en plastique, il y a des supports de jambes de force. Liam et moi avons donc fait équipe pour commencer à retirer le support carré. Quelqu'un a dit Squarespace? Non, je crois pas. Voilà qui est bizarre, car c'est Squarespace qui a sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Ils font tout, de site web aux boutiques en ligne, en passant par les outils de marketing et d'analyse. C'est vraiment la plateforme tout en un pour créer et gérer votre entreprise. C'est aussi simple que cela, tout le monde peut le faire. Vous avez le choix entre de nombreux modèles et une fois que vous avez choisi celui qui correspond le mieux à votre style, vous pouvez le modifier. Vous pouvez glisser, déposer vos propres logos, modifier n'importe quel texte. Et ce qui est encore mieux, c'est que vous pouvez passer d'une vue mobile à une vue bureau. Si vous avez besoin d'un site web, rendez-vous sur squarespace.com ou cliquez sur le lien dans la boîte de description ci-dessous et lorsque vous serez prêt à vous lancer, utilisez le code MATTARMSTRONG qui vous donnera droit à 10% de réduction sur votre premier site web ou nom de domaine. Mettons ce moteur en marche. Ouais, il suffit de revenir un peu en arrière. Ouais. L'échappement est donc sorti, ce qui nous permet d'accéder à ce bouclier thermique qui, une fois enlevé, nous permettra d'accéder à l'arbre de transmission qui relie la boîte de vitesse au différentiel arrière. Ensuite, nous avons le bon vieil arbre de transmission qui envoie la puissance dans le différentiel arrière jusqu'ici. L'arbre d'hélice est relié à la boîte de vitesse par environ 4 boulons. Chris s'y est donc attelé et a commencé à retirer ses boulons. Yo, petit test. L'écrou de 55 mm qui se trouve sur le différentiel de ceci. Peux-tu l'enlever sans levier, seulement avec ça? C'est un 50 ou un 55? C'est un 55. Non. Montre-moi ce que tu utilises. Je vais te montrer ce que j'utilise. Il s'est avéré que nous avions besoin de plus d'effets de levier. Et c'est à ce moment-là qu'on n'était pas sûr s'il fallait aller à gauche ou à droite. Ouais, ça l'a fait. Et comme on ne voulait rien casser, on a choisi une autre option après ça. Donc, sous ce boulon de soutien, qui se trouve là-haut, nous ne voyons qu'une seule option, c'est de laisser pendre. Ce qui n'est pas idéal. Ouais, c'est ce boulon qui est une véritable plaie à retirer. Mais bon, c'est comme ça. Comme je ne voulais pas risquer de casser quoi que ce soit avec un écrou d'arbre d'hélice parce que nous ne savions pas s'il fallait aller à gauche ou à droite, on a décidé de laisser l'arbre d'hélice suspendu. La prochaine chose à retirer était la direction. Et on peut le faire grâce à un tout petit boulon qu'on voit ici. Je me suis donc équipé de nombreuses rallonges et d'un cliquet et j'ai défait le boulon reliant la crémaillère de direction au reste de la voiture. Après cela, ce sont tous les fils qui vont vers la roue. Il y a un capteur ABS, un capteur d'usure des plaquettes de frein et un capteur de niveau des phares. Tous ces éléments doivent être connectés, parce que la suspension, le disque de frein et tout le reste se détachent avec le moteur. Ensuite, je vais caler la pédale de frein avec un balai pour que lorsque je débrancherai la conduite de frein, tout le liquide de frein ne s'éparpille pas partout. Il y aura peut-être quelques gouttes ici et là, mais c'est mieux que d'en répandre sur le sol. La dernière chose à défaire est l'articulation du triangle supérieur, qui restera dans la voiture. Et enfin, je peux défaire les boulons qui maintiennent le support de la boîte de vitesse sur le châssis de la voiture, puis desserrer les boulons du sous-châssis qui le relient au châssis de la voiture. La dernière chose qui maintient le moteur en place, ce sont les boulons du support supérieur de la suspension. Mais nous devons être très prudents, car à tout moment, le moteur peut tomber. Donc on procède très prudemment. Je n'y touche pas. Oh, tu sais comment faire?
Mais ça va aller. Il suffit de le tirer vers l'arrière. Ouais, il suffit de le retirer. Commencez à déplacer le cric. Je l'ai mis en place. D'accord, est-ce que c'est complètement éteint? Complètement enlevé, d'accord? Je viendrai faire la vidange. Maintenant, on doit s'assurer que tout est déconnecté. Ouais, c'est vrai. Vas-y doucement, vas-y doucement. Oh! Ok. Je rattrape un peu ce côté. Ouais, on essaie de rattraper. Ça compte comme un retrait. Ouais! Nous venons de sortir le moteur d'une BMW M5. Waouh! C'était la partie la plus difficile. Regardez la taille de cette chose. Et pour être honnête, ce n'était même pas le plus difficile à enlever. Je n'aurais jamais pensé, lorsque j'ai entrepris mon premier projet de reconstruction, l'Audi TT, que 3 ans plus tard, je sortirais le moteur d'une BMW M5. C'est incroyable. Ce véhicule est absolument gigantesque. Je ne pense pas que la caméra montre à quel point il est grand. Mais la boîte de vitesse est énorme, tout comme le moteur. Le gros V8, bien sûr, avec 2 turbos au sommet et tout ce qui s'y rattache. C'est absolument énorme. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons inspecter l'ensemble du moteur pour vérifier qu'il n'est pas endommagé. Et il y en a beaucoup plus que ce que je pensais au départ et que je n'aurais jamais vu à l'intérieur de la voiture. La première chose que j'ai remarqué lorsque nous l'avons démonté, c'est que le collecteur d'admission est endommagé. Tout ce plastique est cassé et il va tout là-bas jusqu'à l'arrière, ce qui aurait été un cauchemar à changer à l'intérieur de la voiture. J'ai aussi un refroidisseur de charge cassé ici qui refroidit l'air entrant dans les turbos et qui est cassé, juste là. Je pensais sérieusement qu'il n'y aurait pas de problème, mais regardez ça. Je viens de voir que ce bouchon a été déconnecté sans raison, et que ce support, lorsqu'on l'enlève, laisse un petit trou dans le refroidisseur de charge, ce qui provoquerait une fuite d'air vers le turbo, donc il faudrait changer ça aussi. Et peut-être, sûrement envisager des améliorations pendant qu'on y est. Et bien sûr, nous avons beaucoup de tuyaux, de capteurs et de câbles un peu partout, et pour être honnête, je n'ai aucune idée de ce que font beaucoup d'entre eux, alors je vais devoir trouver des solutions au fur et à mesure. Je pense qu'il y a une pompe à eau qui est en quelque sorte les poulies suspendues aussi, mais... Ouais, il va falloir qu'on regarde ça. Mais malgré tous les dégâts subis par le moteur, imaginez à quel point il sera facile d'y apporter des améliorations. Changer la suspension prendra littéralement 2 secondes, c'est juste là. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous avons retiré le moteur. Nous devons réparer les dommages au châssis et vérifier s'il n'y a pas d'autres dommages inattendus. Tout d'abord, je vais mesurer le châssis pour voir s'il n'y a rien d'anormal. Je sors donc le mètre à ruban. Tout ce que je fais ici, c'est mesurer à partir de points bas ou fixes de la voiture jusqu'à d'autres points du châssis qui pourraient avoir été pliés, enfoncés ou tordus. Je sais que c'est pas la lecture la plus précise qui soit, mais ça devrait me permettre de savoir s'il y a quelque chose d'anormal. On pourrait avoir un petit problème. En fait, un problème d'1 centimètre. C'est un tout petit problème. Alors, regardez ça. Je vais mesurer le châssis à partir d'un point fixe, comme ici, qui ne va pas bouger, qui n'est pas plié. Si je pars de ce boulon et que je vais directement au coin qui se trouve ici, regardez. 117 centimètres. Entre le boulon et le coin. Ce n'est pas une mesure exacte, mais c'est une mesure approximative. Ensuite, je vais de ce boulon au même coin ici, et j'ai bien environ... j'ai environ 116 cm. Pour être juste, un peu plus de 116 cm. Donc, il me semble que ce rail ici pourrait avoir bougé d'un demi-centimètre, ou d'1 centimètre dans cette direction. Et non, ma mesure n'est pas précise à 100%, ça je le sais bien. Et il n'y a qu'une seule façon de vraiment confirmer si c'est sorti ou pas. Et c'est de monter un crash bar d'occasion, tout neuf, et un refroidisseur d'huile. Et je vous dirai combien j'ai payé pour tout ça à la fin peut-être de cette vidéo, parce que je l'ai eu en quelque sorte avec un bundle, mais si ça glisse pas dedans, on a des problèmes. Et on va devoir faire un peu de flexion.
Eh bien, ça me suffit, il entre. C'est droit. Et si c'est sorti, ce n'est que d'un demi-centimètre. Ça n'a pas beaucoup d'incidence sur quoi que ce soit. Je veux dire que si ça rentre, c'est droit, je sais. Eh bien, dites-moi dans les commentaires ci-dessous. Je sais que certains d'entre vous n'aimeront peut-être pas ça, mais le truc c'est si ça va sur un gabarit, ça va faire la même chose. Ça va juste sortir un tout petit peu. Mais cela ressort que d'un tout petit peu. Probablement d'un tout petit peu, mais... il faut que je le ressorte maintenant. Il convient également d'examiner les points faibles que BMW a placés dans les longerons du châssis. Ils sont là pour que, en cas d'accident frontal, les longerons puissent s'écraser vers l'intérieur et se plier facilement. S'ils n'étaient pas là, un longeron pourrait se retrouver à l'intérieur de la voiture. Mais aucun des points faibles n'a l'air d'être fissuré, plié ou tordu de quelque manière que ce soit. Donc, à mon avis, tout va bien. Mais la tour de jambe de force est loin d'être prête. Je dois enlever l'aileron avant et tout ce qui entoure la tour de la jambe de force pour que nous puissions mieux l'examiner et voir s'il y a d'autres dommages. Il y a un boulon à l'intérieur de l'aile ici, et je ne veux pas avoir à ouvrir complètement la porte pour l'atteindre. Je dois donc abaisser la voiture et la déplacer vers l'avant pour pouvoir ouvrir la porte et atteindre le boulon à l'arrière de l'aile. Nous avons fini par placer 2 crics sur les rails du châssis, puis nous avons poussé la voiture vers l'avant afin de pouvoir ouvrir la porte pour atteindre ce boulon. Et voilà! Avec une musique super dramatique, je peux défaire le dernier boulon pour enlever l'aile avant. Et une fois l'aile enlevée, nous pouvons repousser la BMW sur la rampe et je peux commencer à enlever tous les câbles et les tuyaux qui entourent la tour de la jambe de force. Mais à mesure que j'avance, je me pose cette question. Comment est-ce que je vais pouvoir remettre ce truc en place ? Et voilà, une tour de jambe de force exposée. Mais la tâche est vraiment loin d'être facile. Waouh! Je savais que ce serait difficile, mais ce sera certainement l'un des plus grands défis à relever. La tour de la jambe de force est maintenant exposée. Il y a des dégâts. Il est clair que nous ne pourrons pas nous en sortir en la réparant avec un changement de fibre de verre ou quelque chose de ce genre. Mais cette tour de jambe de force est énorme. Regardez jusqu'où elle descend. Vous pouvez voir où le panneau se termine à cause de tout ce joint d'étanchéité entre les 2 panneaux. Et non seulement cela, mais il descend ici. Le joint d'étanchéité s'étend sur toute la surface. Et comme il s'agit d'aluminium moulé, eh bien, il n'est pas soudé. Il est entièrement rifté avec des rivets spéciaux ici. Je suppose qu'il est également collé. Et ce n'est pas seulement ici qu'il est collé et rifté, mais aussi dans ce passage de roue. Non mais regardez le nombre de rivets qui maintiennent cette chose sur la voiture. C'est vraiment incroyable. Je suppose qu'il doit y avoir beaucoup de rivets de toute façon, car vous pouvez imaginer la force de la suspension qui pousse cette chose vers le haut. Et il faut que j'y arrive. Sinon, toute la voiture pourrait, eh bien, elle serait en ruine. Je peux pas l'enlever d'1 millimètre, parce que la suspension se retrouverait dans tous les sens. Et vous savez quoi, BMW est autorisé à me vendre les pièces, et elles sont beaucoup moins chères que vous ne le pensez. Mais tout comme Porsche, ils ne sont pas autorisés à me dire comment elles sont montées, parce qu'il s'agit d'une liaison structurelle. Il semble donc en conclusion que j'ai un véritable défi à relever. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et likez la vidéo, et je vous verrai très bientôt. Peace out! Il faut absolument l'enlever pour démonter le moteur. Ouais, je pense que c'est le cas. Ce serait bête de... En fait, on n'a peut-être pas besoin de l'enlever. Peut-être.